George Harrison n'a jamais été l'homme le plus bruyant de la pièce. Il ne s'emportait pas. Il ne faisait pas de scandale et il élevait rarement la voix en public. Mais derrière le calme du Beatle silencieux vivait une amertume discrète qui l'a accompagné durant ses années au sein du groupe et longtemps après la séparation. Il admirait, respectait, aimait même ses camarades musiciens et pourtant l'un d'eux lui causa plus de douleur que quiconque. Pour comprendre cette histoire, il faut revenir là où tout a commencé, dans un bus scolaire à Liverpool où un adolescent portant une guitare usée rencontra un garçon qui allait changer sa vie à jamais. Le début d'un lien fraternel. George Harrison est né le 25 février 1943, le plus jeune de 4 enfants dans une famille modeste de Liverpool. Son père Harold travaillait comme receveur d'autobus, tandis que sa mère, Louise, encourageait très tôt l'amour de la musique chez son fils. Louise avait une grande passion pour le chant et écoutait même Radio India pendant sa grossesse, espérant que les sons étranges des sitars et des tablas apaisent son enfant à naître. Au début des années 1950, George dessinait déjà des guitares dans ses cahiers à la Liverpool Institute High School for Boys. Obsédé par l'idée de devenir musicien, il découvrit Heartbreak Hotel d'Elvis Presley en 1956. Un moment qui déclencha la folie du skiffle et le conduisit à former un petit groupe avec son frère et ses amis. Le véritable tournant survint lorsque George commença à prendre le bus scolaire avec Paul McCartney. Paul était un peu plus âgé, vif et déjà proche d'un autre garçon nommé John Lennon. Paul et George se rapprochèrent grâce à leur amour des disques de rock'n'roll, s'enseignant mutuellement des accords et des astuces de guitare. Pour George, discret et impressionnable, la confiance de Paul était magnétique. En 1958, Paul arrangea une audition pour George auprès du groupe de John, The Quarrymen. John était sceptique. George n'avait que 15 ans, beaucoup trop jeune à ses yeux. Mais Paul insista et dans un bus de Liverpool, George impressionna Lennon en jouant sans faute la partie principale de Raunchy. Cela suffit. Il fit désormais partie de leur monde. Dès le départ cependant, George entra dans une histoire déjà dominée par Lennon et McCartney. Les deux garçons plus âgés avaient du charisme, un instinct pour la composition et une complicité inébranlable. George suivait leur exemple. Il était le petit frère qui traînait avec eux, avide d'apprendre, heureux de contribuer. Pendant un temps, cela suffisait. En 1962, lorsque les Beatles signèrent sous la direction de leur manager Brian Epstein, George avait gagné sa place comme guitariste soliste du groupe, même si sa voix de compositeur était presque inexistante face à la domination de Lennon et McCartney. Quand la Beatlemania explosa en 1963 et 1964, Harrison gagna le surnom de Beatle silencieux. Pour la presse, c'était un titre romancé qui mettait en avant son introversion, mais pour ceux qui l'entouraient, cela révélait quelque chose de plus lourd. George commençait déjà à se sentir mis à l'écart. Tandis que John et Paul écrivaient les tubes, plaisantaient avec la presse et façonnaient l'identité du groupe, George observait depuis l'ombre. Il avait ses propres idées musicales, son propre sens de la spiritualité. Mais lorsqu'il essayait de contribuer en studio, sa voix était étouffée. On lui accordait 1 ou 2 chansons par album, rarement plus, et ses parties de guitare étaient souvent dirigées ou remises en question. Pourtant, les premières années furent davantage marquées par l'admiration que par le ressentiment. George admirait l'esprit de Lennon et l'énergie de Paul. Il voulait faire partie de leur cercle intime et à bien des égards, il en faisait partie. Mais les graines de la frustration étaient déjà semées. Chaque fois qu'une chanson de Harrison était mise de côté, chaque fois que Paul corrigeait ses lignes de guitare, le Beatle silencieux se sentait plus invisible. Et ce qui avait commencé comme une proximité fraternelle avec Paul McCartney se transformait lentement, presque imperceptiblement, en quelque chose de plus sombre. Au milieu des années 1960, les Beatles n'étaient plus les joyeux garçons de Liverpool. Ils étaient devenus le groupe le plus célèbre de la planète. Chaque disque battait des records de vente. Chaque chanson semblait définir une génération. Pourtant, au sein du groupe, la dynamique changeait. Paul McCartney avait pris un rôle de plus en plus dominant en studio. John Lennon commençait à se tourner vers sa relation avec Yoko Ono et George Harrison cherchait encore sa propre voix. Des albums comme Rubber Soul et Revolver commencèrent à révéler la croissance de Harrison en tant qu'auteur-compositeur. Des morceaux comme If I Needed Someone et Taxman prouvaient qu'il avait sa propre perspective distinctive. Taxman en particulier était audacieux. Une protestation en colère contre le système fiscal britannique, un sujet bien éloigné des chansons d'amour habituelles. John Lennon aida même George à polir quelques lignes, bien que ce fût à contre-cœur. Paul, quant à lui, avait l'habitude de prendre les choses en main. George se souvenait plus tard que Paul intervenait sans y être invité, dictant les arrangements ou modifiant des parties, jusqu'à ce que George se sente comme un musicien de second plan dans son propre groupe. Le point de bascule survint lors de SGT, PPRS Lonely Hearts Club Band en 1967.
L'album reposait en grande partie sur la vision de McCartney, son concept, son perfectionnisme. George, de son côté, approfondissait ses intérêts spirituels. Il avait découvert le sitar et la musique classique indienne, l'intégrant dans des titres comme Within You Without You. C'était une chanson audacieuse et inhabituelle qui se démarquait sur le disque, mais l'expérience laissa Harrison partagé. D'un côté, elle cimentait son identité comme force créative unique. De l'autre, elle soulignait combien il y avait peu de place pour lui dans un groupe dominé par le tandem Lennon-McCartney. Lorsque le groupe commença à travailler sur le White Album en 1968, Harrison n'était plus satisfait de rester l'observateur silencieux. Il apporta certaines de ses meilleures compositions, des morceaux comme While My Guitar Gently Weeps. Pourtant, même là, il rencontra de la résistance. Frustré par l'indifférence de ses camarades, George fit appel à son ami Eric Clapton pour jouer la partie de guitare solo iconique. Un geste qui soulignait à quel point il se sentait exclu de son propre groupe. La présence de Clapton força les autres à prêter attention. Un rappel que la musique de George méritait du respect, mais les affrontements avec Paul s'intensifièrent. L'approche méticuleuse de McCartney agaçait Harrison. Pendant les sessions d'enregistrement, Paul lui disait souvent comment jouer de la guitare, allant parfois jusqu'à jouer les parties lui-même. L'un des heurts les plus célèbres eut lieu avec le single Hey Jude en 1968. George voulait ajouter des riffs de guitare durant la longue coda de la chanson, mais Paul refusa, exigeant que l'espace reste dégagé. Pour George, il ne s'agissait pas seulement de notes, c'était le fait d'être constamment relégué au second plan. Il se sentait invisible, étouffé par la volonté de Paul de contrôler chaque détail. La situation ne fit qu'empirer pendant Abbey Road. George avait écrit Something, l'une des plus grandes chansons d'amour de l'ère rock. Frank Sinatra la qualifiera plus tard de plus belle chanson d'amour jamais écrite. George demanda à Paul de garder la ligne de basse simple afin de laisser respirer la mélodie. Paul l'ignora, jouant au contraire l'une de ses lignes de basse les plus élaborées et mélodiques. Pour les fans, c'était brillant. Pour Harrison, c'était un nouvel exemple de Paul qui ne respectait pas ses souhaits. Le ressentiment n'était plus caché. Il était réel, personnel et le rongeait de l'intérieur. À la fin de 1968, l'admiration pour Paul s'était transformée en toute autre chose. L'homme que George avait autrefois considéré comme un grand frère était désormais la source de ses plus grandes frustrations, et le Beatle silencieux qui élevait rarement la voix commençait à atteindre son point de rupture. En janvier 1969, les Beatles se réunirent au studio de Twickenham pour commencer à travailler sur ce qui deviendrait finalement Let It Be. L'idée, largement poussée par Paul McCartney, était de revenir à leurs racines. Enregistrement en direct, peu de surimposition et même la possibilité d'un concert public. Mais ce qui devait raviver le groupe ne fit que révéler à quel point ils étaient fracturés. Pour George Harrison, ce fut la goutte d'eau. Les caméras tournaient pendant que le groupe répétait. Au lieu de camaraderie, elles capturèrent un malaise. John Lennon était distrait, souvent absent, davantage concentré sur Yoko Ono que sur le groupe. Ringo Starr restait poli, mais en retrait, et Paul McCartney, toujours déterminé, toujours dans le contrôle, endossait le rôle de contremaître, poussant les sessions en avant et dictant la manière dont la musique devait sonner. George, qui avait passé des années à être mis de côté, se retrouvait encore une fois traité comme si ses contributions étaient secondaires. La tension éclata dans un échange devenu célèbre, filmé sur le vif. Paul donnait des instructions à George sur la façon de jouer la partie de guitare pour la chanson Two of Us. George, visiblement frustré, finit par craquer, mais à sa manière discrète. Il répondit « Je jouerai tout ce que tu veux que je joue ou je ne jouerai pas du tout si tu ne veux pas. Quoi que ce soit qui puisse te faire plaisir, je le ferai. » Ces mots n'étaient pas criés, ils n'étaient pas sarcastiques, ils étaient résignés, un drapeau blanc qui révélait des années d'étouffement artistique. Pour les spectateurs extérieurs, cela pouvait sembler une simple dispute, mais pour ceux présents dans la pièce, c'était dévastateur. George n'était pas seulement irrité, il était vidé. L'ingénieur Glyn John, témoin direct de ces sessions, décrivit plus tard l'atmosphère comme très désagréable. Pour George, c'était insupportable. Le 10 janvier 1969, il quitta discrètement le studio et annonça aux autres qu'il quittait le groupe. Son journal intime pour ce jour-là était glaçant de concision. « Aller à Twickenham, quitter les Beatles, rentrer chez moi. » Il resta absent pendant près de 2 semaines. Le groupe le supplia de revenir et il finit par accepter, mais seulement sous de nouvelles conditions. George refusa de participer au grand concert que Paul voulait organiser. À la place, le groupe déplaça ses sessions vers les studios Apple, plus confortables, et le projet continua tant bien que mal. Mais le mal était fait. George avait clairement montré qu'il en avait assez d'être relégué, assez de la domination de Paul, assez d'être traité comme un invité dans son propre groupe. Ironiquement,
C'est durant cette même période que Harrison écrivit deux de ses plus grandes chansons, Something et Here Comes the Sun. Libéré de l'ingérence constante de Paul, il put démontrer à quel point son écriture avait gagné en puissance. Pourtant, même ses triomphes ne purent combler le fossé grandissant entre lui et McCartney. À la fin de 1969, lorsqu'Abbey Road sortit, les contributions de George se tenaient enfin aux côtés de celles de Lennon et McCartney. Les critiques saluèrent Something comme un chef-d'œuvre. Sinatra la qualifia de plus belle chanson d'amour du siècle et les fans adorèrent Here Comes the Sun. Mais pour Harrison, la reconnaissance arrivait trop tard. L'amertume demeurait. Les Beatles étaient au bord de l'effondrement et le ressentiment de George envers Paul s'était transformé en quelque chose de permanent. En 1970, les Beatles étaient finis. Ce que le public vit, ce fut Paul McCartney annonçant la rupture en avril. Mais pour George Harrison, la séparation couvait depuis des années. Les longues sessions, les disputes constantes et le perfectionnisme implacable de Paul l'avaient usé. Le partenariat qui avait autrefois ressemblé à une fraternité s'était transformé en une bataille d'ego et Harrison n'avait plus l'énergie de continuer à se battre. Une fois la poussière retombée, George ne perdit pas de temps à prouver ce qu'il avait retenu si longtemps. En novembre 1970, il sortit All Things Must Pass, un triple album rempli de chansons ignorées ou mises de côté durant ces années Beatles. Pour les fans, ce fut une révélation. Des titres comme My Sweet Lord, What is Life et Isn't It a Pity montrèrent au monde que le Beatle silencieux débordait de talent depuis toujours. Mais parmi les déclarations spirituelles et les envolées mélodiques, une chanson révéla la profondeur de son amertume. Wah Wah ne parlait pas d'une guitare. C'était une métaphore du vacarme et de la frustration qu'Harrison ressentait au sein des Beatles. Les paroles étaient acerbes, dirigées contre l'atmosphère étouffante du studio et pensaient beaucoup contre Paul McCartney en particulier. George avoua plus tard que la chanson avait été écrite le jour où il avait quitté le groupe en janvier 1969. C'était sa façon d'exprimer le ressentiment qu'il avait gardé enfoui si longtemps. « You gave me your wawa and giving me a wawa », chantait-il, sa voix dégoulinant de mépris. Et Harrison n'en avait pas fini. L'amertume refit surface en 1973 avec Sume, Su You Blues, écrite pendant les batailles judiciaires qui suivirent la séparation. Paul avait intenté une action en justice en 1971 pour dissoudre le partenariat commercial des Beatles. Une décision que George et les autres considérèrent comme une trahison, même si elle était légalement nécessaire. La chanson se moquait des interminables procédures judiciaires, mais il était clair qu'une grande partie de la frustration de George était dirigée contre Paul qui avait forcé la rupture légale. Pour Harrison, il ne s'agissait pas seulement de contrat, c'était la confirmation définitive que le groupe et son amitié déjà fragile avec McCartney étaient bel et bien terminés. Même l'ex-femme de George, Pattie Boyd, souligna plus tard à quel point la tension était forte. Elle décrivit comment George rentrait des sessions d'enregistrement durant les années Beatles, rempli de colère, surtout après s'être heurté à Paul. Il se tolérait, dit-elle, mais je ne pense pas qu'il se soit jamais vraiment aimé. Une vérité douloureuse qui expliquait pourquoi Harrison avait versé tant de venin dans son œuvre solo du début des années 1970. Et pourtant, même dans son amertume, l'art de Harrison brillait. All Things Must Pass connut un succès critique et commercial, l'imposant comme une force solo à part entière. Mais l'ombre de son ressentiment envers Paul planait lourdement sur son succès. Chaque fois qu'il interprétait Wah Wah, chaque fois qu'il plaisantait sur les procès et les trahisons, c'était le rappel de blessures qui n'avaient jamais guéri. Pour les fans, c'était exaltant de voir George enfin s'affirmer. Pour George, c'était amer. Il avait prouvé sa valeur, mais le prix en avait été un lien brisé avec l'homme qu'il appelait autrefois son frère. Et au fil des années 1970, la froide distance entre Harrison et McCartney ne montra aucun signe de disparition. Au cours des années 1970, la carrière solo de George Harrison s'épanouit de manière inattendue. Son concert for Bangladesh en 1971 établit le modèle des concerts caritatifs modernes tandis que All Things Must Pass demeurait un accomplissement monumental. Pourtant, même alors qu'il se forgeait une nouvelle identité, ses sentiments compliqués envers Paul McCartney n'étaient jamais bien loin. Tous les quelques années, ces vieilles blessures refaisaient surface, parfois sous forme de petites piques subtiles, parfois sous celle de confidences brutales. Lors d'une interview radio en 1974 avec Alan Freeman, George parla ouvertement de ses frustrations. Il admit, sans hésitation, qu'il n'avait aucune confiance en lui comme guitariste après des années passées dans l'ombre de Paul. « Il m'a ruiné comme guitariste », déclara Harrison d'un ton sec. Il ne voulait pas dire que Paul l'avait fait par malveillance. Ce qu'il voulait dire, c'est que des années de remise en question et de microgestion l'avaient vidé de toute confiance en lui. Venant de l'homme qui avait écrit While My Guitar Gently Weeps et Something, c'était un aveu dévastateur. Il révélait la profondeur des cicatrices psychologiques. La même année,
George reconnut qu'il pourrait facilement rejoindre un groupe avec John Lennon, mais pas avec Paul. Paul est un excellent bassiste, dit-il, mais il est parfois un peu écrasant. Ce n'était pas dit avec méchanceté, mais avec une honnêteté fatiguée. Harrison respectait le talent de Paul, mais trouvait son perfectionnisme étouffant. Pour George, collaborer avec Paul signifiait renoncer à de l'espace créatif. Et au milieu des années 1970, il ne voulait rien d'autre que la liberté. La tension ne disparut jamais vraiment. Même s'ils construisirent chacun des carrières solo réussies, ils collaborèrent rarement. Il y eut des moments de civilité. George participa au projet de Ringo Starr et Paul loua parfois le travail de George, mais la camaraderie de leur jeunesse s'était évaporée. À la fin des années 1980, Harrison trouva une véritable joie créative avec les Traveling Wilburys, entourés d'égaux comme Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty et Jeff Lynne. Avec eux, il se sentait respecté, libre de créer sans être rabaissé. C'était le genre de fraternité musicale qu'il avait toujours recherché, mais qu'il n'avait jamais vraiment trouvé au sein des Beatles. Quand le projet The Beatles Anthology vit le jour au milieu des années 1990, les membres survivants se réunirent pour compléter les démos de Lennon Free à Bird et Real Love. Pour le public, ce fut un moment historique de réconciliation. Mais en coulisses, les vieux schémas refirent surface. Le producteur Jeff Lynne se souvenait que George levait les yeux au ciel chaque fois que Paul devenait trop autoritaire. Paul lui-même admit plus tard, on s'agaçait mutuellement, mais on a tenu bon. La vérité, c'est que la tension ne disparut jamais vraiment, même 3 décennies après la séparation. Les interviews de cette période révélèrent la même distance glaciale. George pouvait se montrer poli lorsqu'on l'interrogeait sur Paul, mais il exprimait rarement de la chaleur. À un moment donné, lorsqu'on lui demanda s'il regrettait d'avoir fait partie des Beatles, George répondit sèchement « Pas avec les autres ». Non. C'était une remarque cinglante, du genre que seul George pouvait formuler, calme, posée, mais indéniablement tranchante. À la fin des années 1990, George Harrison s'était largement retiré de la vie publique. Il consacrait davantage de temps à sa famille et à son vaste domaine de Friar Park où il pouvait jardiner, jouer de la musique en privé et échapper aux pressions qui avaient marqué la plus grande partie de sa vie. Mais derrière ce calme, Harrison livrait une bataille qu'aucune guitare ne pouvait gagner. En 1997, on lui diagnostiqua un cancer de la gorge. La radiothérapie lui offrit une brève rémission, mais la maladie revint, se propageant à ses poumons puis à son cerveau. Le Beatle, autrefois silencieux, le devint plus encore, se retirant de la célébrité alors qu'il affrontait ses dernières années. Même dans la maladie, l'esprit vif de George ne disparut jamais complètement. Lors de l'une de ses dernières apparitions publiques dans un chat en ligne en 2001, un fan lui demanda « Est-ce que Paul t'énerve encore ?» George répondit non pas directement, mais par une citation espiègle d'un proverbe victorien « Ne scrute pas un ami à la loupe. Tu connais ses défauts, alors laisse passer ses faiblesses. » C'était philosophique, élégant et indéniablement pointu. Il reconnaissait les défauts sans nier l'histoire. C'était l'essence même de George Harrison. Malgré tout, il y eut un dernier moment de réconciliation. Alors que l'état de George s'aggravait fin 2001, Paul McCartney lui rendit visite à New York. La rencontre fut calme, dépouillée du bruit et de la compétition qui avaient marqué leur relation. Ils s'assirent ensemble, se tenant par la main, chose qu'ils n'auraient jamais faite dans leur jeunesse. Paul décrivit plus tard cette rencontre comme un rêve. « C'était mon petit frère. Nous avons plaisanté. Nous avons parlé de choses absurdes. C'était comme si nous rêvions. » Dans ces derniers jours, l'amertume semblait s'être dissipée, remplacée par le lien simple de 2 hommes qui avaient grandi ensemble, survécu à une célébrité inimaginable ensemble et à leur manière, s'étaient profondément aimés. Le 29 novembre 2001, George Harrison mourut à l'âge de 58 ans, entouré de son épouse Olivia et de son fils Danny. Ses derniers mots furent simples mais profonds, « Aimez-vous les uns les autres ». Pour un homme qui avait passé une grande partie de sa carrière éclipsée et souvent amère, ce fut une déclaration finale de paix. Dans les jours qui suivirent, les hommages affluèrent du monde entier. Paul McCartney était visiblement bouleversé. S'adressant aux journalistes, il qualifia George de « brave gars » et le désigna une fois encore comme son petit frère. Il demanda aux fans de se montrer bienveillants envers Olivia et Danny, louant George comme un homme d'humour, de force et de talent immense. Le producteur George Martin se souvint de lui comme d'une star réticente, quelqu'un qui n'avait jamais vraiment voulu de la gloire, seulement la possibilité de faire de la musique et de mener une vie pleine de sens. Des fans se rassemblèrent à Liverpool, à New York et ailleurs, chantant ses chansons et honorant le Beatle silencieux qui avait changé le monde à sa manière. Et pourtant, derrière les hommages, une vérité demeurait. George Harrison avait porté une amertume silencieuse envers Paul McCartney durant une grande partie de sa vie. Ils avaient connu des moments de chaleur,
des moments de rire et enfin une réconciliation fragile, mais les cicatrices ne s'étaient jamais totalement refermées. Jusqu'au bout, Harrison incarna les contradictions, doux mais mordant, spirituel mais blessé, loyal mais rancunier. Son silence parlait plus fort que les mots et sa musique révélait des vérités qu'il disait rarement à voix haute. Pour Paul, le chagrin fut lourd. Chaque année depuis, il a marqué l'anniversaire de George par des hommages, interprétant ses chansons en concert et rappelant au monde le petit frère qu'il avait autrefois éclipsé, avec qui il s'était heurté et qu'il n'avait finalement jamais cessé d'aimer. L'histoire de George Harrison avec Paul McCartney est faite d'admiration, de frustration, d'amertume, à la fin, d'une réconciliation silencieuse. Pensez-vous que George ait vraiment pardonné à Paul avant sa mort, ou bien les blessures étaient-elles trop profondes pour guérir? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires musicales inédites.